Bonjour à tous et merci beaucoup pour votre participation à cet atelier Identité nationale de santé, cet atelier INS. Alors, si vous souhaitez, il reste encore quelques places voilà, au milieu. Alors, rapidement, en guise d'introduction, cet atelier INS va commencer par une rapide introduction. On va rappeler en 2 mots ce qu'est l'INS, mais on laissera surtout la parole en fait, à des établissements et aux régions qui accompagnent les établissements de santé dans la mise en œuvre de l'INS. Donc, vous aurez plusieurs intervenants lors de cet atelier. Christelle et moi-même pour l'ANS, Manuela Oliver pour le GRIV PACA et le grade PACA, le DSI du CHU de Saint-Étienne, Monsieur Chabanel, merci. Bertrand Pelé, le directeur du GCS Sarah, et Thierry Dubreux, directeur de projet au GCS Cézanne. Alors, en quelques mots, l'INS, on rappelle brièvement ce dont il s'agit. L'identité nationale de santé, c'est l'identité que tous les usagers demain vont avoir et vont voir apparaître sur leurs données de santé. C'est l'identité que tous les professionnels vont utiliser pour identifier les patients sur toutes les données de santé, les comptes rendus d'hospitalisation, les comptes rendus opératoires, les prescriptions, les ordonnances diverses, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que cette INS? Cette INS, elle est composée de plusieurs traits d'identité qui sont les traits d'identité de l'usager à l'état civil, donc le nom de naissance, les prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe et le code du lieu de naissance. Cette INS est aussi composée d'un numéro qu'on appelle le matricule INS. Ce numéro, c'est le numéro qu'on vous attribue à la naissance quand vous êtes né en France ou le numéro qu'on vous attribue lorsque vous vous enregistrez auprès d'un organisme de protection sociale si vous êtes né à l'étranger. Alors, quels sont les impacts de la mise en œuvre de l'identité nationale de santé? Alors, tout d'abord, pour les professionnels. Donc, les professionnels, progressivement, vont récupérer cette identité nationale de santé par l'intermédiaire d'un téléservice, le téléservice INSI, qui va leur permettre d'accéder à l'identité de l'usager telle qu'elle existe dans les bases de référence de l'état civil. Les professionnels de santé doivent, en parallèle, bien s'assurer qu'ils ont affaire aux bons usagers et donc sécuriser l'identification des usagers qu'ils prennent en charge en appliquant des mesures d'identité-vigilance rigoureuses. Et dernier impact pour les professionnels, c'est grâce à leur logiciel, bien sûr, de faire apparaître cette identité nationale de santé sur tous les documents qu'ils produisent. Pour les usagers, ça peut changer un petit peu la donne. Alors, les usagers, c'est vrai, quand ils vont à l'hôpital aujourd'hui, sont relativement habitués à présenter une pièce d'identité. C'est plutôt rentré dans les mœurs ces dernières années. Mais le fait que le professionnel de santé demande une pièce d'identité, ça va se généraliser au-delà de l'hôpital à tous les secteurs d'activité. Donc, le médecin de ville dans son cabinet, le laboratoire de biologie, le radiologue en ville vont progressivement aussi demander à l'usager d'apporter la preuve de son identité lors de sa première prise en charge. L'usager, de la même façon, tout au long de son parcours, va se voir demander régulièrement de confirmer son identité avant tout acte de soins ou de prise en charge. Les éditeurs de solutions sont aussi impactés par l'arrivée de l'INS. On a coutume de présenter les impacts de l'INS pour les éditeurs en 3 grandes parties. Premier impact, être capable d'appeler le téléservice INSI pour récupérer cette identité nationale de santé. Deuxième impact, c'est faire évoluer les solutions pour y implémenter progressivement cette identité nationale de santé. Troisième impact, c'est d'être capable de diffuser cette identité nationale de santé en l'éditant sur les données de santé papier ou en le véhiculant dans les flux d'interopérabilité. Quelques chiffres clés. À aujourd'hui, on a près de 100 éditeurs qui nous disent, qui sont autorisés auprès du CNDA et qui sont donc en capacité d'appeler le téléservice INSI, ce qui représente un peu plus de 130 logiciels. On a aujourd'hui près de 5 millions d'appels sur les 14 dernières semaines au téléservice INSI. On n'arrête pas de voir que cette courbe d'appels au téléservice INSI, on la voit augmenter vraiment de façon exponentielle, ce qui est un très bon signal pour nous sur le déploiement de l'INS. Aujourd'hui, on a aussi 78 solutions qui sont déployées dans près de 900 établissements et structures sanitaires et médico-sociales. Et comme vous le savez probablement, l'INS est l'un des chantiers clés qui est mis en œuvre dans le cadre du volet numérique du Ségur. Donc les éditeurs qui vont candidater au Ségur doivent montrer leur conformité vis-à-vis de l'INS. Donc en résumé, vraiment quelques mots pour rappeler ce qu'est l'INS avant de passer la parole à nos différents intervenants. L'INS est une identité unique et pérenne. C'est l'identité qui va servir à identifier l'usager tout au long de son parcours, quel que soit le professionnel qu'il prend en charge. Cette identité, c'est un numéro, le matricule INS, ainsi que 5 traits d'identité qui proviennent des bases de l'état civil.
Cet INS sera mis à disposition des professionnels par l'intermédiaire du téléservice INSI développé par la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. La mise en œuvre de l'INS se fait concomitamment avec la mise en œuvre de l'identito-vigilance et des règles de correcte identification de l'usager. Et enfin, cette INS, c'est l'identité qui sera diffusée, qui apparaîtra demain sur toutes vos données de santé, qui apparaîtra également dans mon espace santé. Merci Elsa. J'invite Monsieur Chabanel donc à la tribune. On va vous remettre un micro et je vais récupérer. Bonjour à tous. Alors, Monsieur Chabanel, bonjour. Vous êtes DSI au CHU de Saint-Étienne et vous avez mis en place le projet INS il y a quelques mois déjà. Pouvez-vous nous faire un retour sur la manière dont s'est déroulée la mise en œuvre de l'INS au sein du CHU? On ne l'a même pas senti passer. Donc ça veut dire que ce n'est pas compliqué. Est-ce que vous pouvez bien approcher le micro? Voilà. L'objectif, c'est de désacraliser l'INS. Ce n'est pas si compliqué que ça. De notre côté, on avait la chance d'avoir une cellule d'identito-vigilance assez efficace au CHU. Elle a reçu le prix CHAM en 2015 sur des vidéos. Donc, on a une acculturation à l'identito-vigilance qui était quand même assez importante au CHU Saint-Étienne, ce qui a fortement aidé le projet parce qu'on a des interlocuteurs. Et quand on a des interlocuteurs pour mener le changement et pour accélérer l'organisation, on a déjà 80% des facteurs clés de succès nécessaires pour ce type de projet. Ce n'est pas des projets techniques, c'est des projets de changement d'organisation dans lesquels il faut beaucoup communiquer, il faut transmettre en interne dès qu'on a les informations. C'est ce qu'on a fait. Et on a même été poussé par notre DAF qui voulait assez rapidement qu'on soit compatible INS. Et le dernier sujet, c'est on a une fusion à mener dans le cadre de notre établissement. On fusionne avec un établissement qui est adossé au nôtre. Et ce projet-là de fusion, dans lequel on a eu beaucoup d'interop à faire, a accéléré de manière assez importante tous ces projets-là. Et au final, ça s'est fondu dans notre quotidien de manière assez naturelle. Très bien, merci. Sur le volet technique, quels sont les travaux que vous avez menés et comment avez-vous travaillé avec vos éditeurs? Alors, sur le volet technique, assez rapidement, notre éditeur nous a transmis toutes les informations et à partir de quelle version on avait la compatibilité INS. Donc ça, c'était assez intéressant. On n'a pas eu à les mendier cette information-là. Ils sont assez rapidement, ils nous ont sollicité. Ces montées de version étaient déjà planifiées. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas une difficulté particulière. Ensuite, sur le volet interop, on est issu on a un historique assez important, assez vétuste. Donc, on avait tous nos demi-connecteurs d'interface à refaire. Donc, on était en train de les refaire. On était sur un format d'interface IHE-ADT. Il a fallu qu'on migre toutes nos interfaces au format PAM. Pour les experts, ils sauront de quoi je parle. Ce n'est pas des chantiers compliqués, mais c'est comme le vélo. Hein, le plus compliqué, c'est de monter dessus et de commencer à pédaler. Et ensuite, ça va tout seul. Donc, on a initié ces chantiers-là. Et après, des tests, comme chaque évolution logicielle. Il faut tester les différents scénarios et une fois qu'on est prêt, on passe en production et on ouvre le tuyau. Comment vous avez travaillé avec votre ARS et le grade qui est présent ici, à la fois sur les aspects techniques et organisationnels? Alors, sur les premiers qui nous ont challengé, c'est l'ANS déjà. Assez rapidement, on a été sollicité par M. Muller, qui a sollicité chaque établissement pour savoir où ils en étaient. Donc, assez rapidement, on a répondu et on a inscrit à des webinaires nos utilisateurs pour qu'ils commencent à être acculturés sur ces sujets-là. Et ensuite, assez rapidement, ça a fonctionné quasiment tout seul. Enfin, pour nous, j'ai même pas vu ce projet passer. Le bureau des entrées a fait les procédures pour que les utilisateurs soient autonomes et qu'ils sachent utiliser l'outil. Et ensuite, ça fonctionne depuis le 31 mai chez nous. Et pour les établissements présents aujourd'hui et qui sont aussi à distance? Excusez-moi, je n'ai pas tout à fait répondu sur la partie ARS. On a des comités opérationnels avec notre grade, donc le GCS SARA, qui sont trimestriels et sur lesquels, justement, on a été challengé par Bertrand Pellet, ici présent, qui a suivi et qui, assez régulièrement, demandait aux établissements concernés de la région Auvergne-Rhône-Alpes où on en était et qui a suivi l'avancement de ce sujet-là. Et pour les établissements présents aujourd'hui et en distance, qui n'auraient pas encore démarré les travaux, quels sont les points d'attention que vous pourriez partager avec eux, qu'il est intéressant d'avoir en tête? Il faut commencer par communiquer sur le projet en interne. C'est un sujet qui va tous nous concerner parce que derrière l'INS, il y a quoi? Il y a tout l'espace numérique de santé. Si on ne met pas tous cette brique-là,
on ne pourra pas passer à l'étape suivante qui est de concevoir une santé connectée auquel tout le monde pourra adhérer dans un deuxième temps. Donc, c'est vraiment un projet de société pour lequel il faut déjà comprendre ce qu'il y a derrière avant de comprendre que c'est un préalable pour passer à la suite. Ensuite, au niveau identito-vigilance, quand on a lu le fameux référentiel national d'identito-vigilance, ça a permis de désacraliser ce sujet-là parce qu'on n'avait pas tant d'écart que ça entre nos pratiques actuelles et les pratiques qui étaient indiquées dans ce référentiel national. Donc, une fois qu'on a comparé nos pratiques avec ce qui était présent dans ce référentiel-là, on s'est aperçu que le delta était vraiment assez faible et on a désacralisé le sujet assez vite. Et de notre côté, c'est 2 clics de plus au niveau des agents des bureaux d'entrée. Donc, il y avait des craintes assez importantes de charger de manière conséquente le travail quotidien des agents des bureaux d'entrée. Et on s'est aperçu que c'était un moyen supplémentaire de faire l'identito-vigilance. Donc, au niveau des agents des bureaux d'entrée, ça a plutôt été perçu comme une idée supplémentaire, un moyen supplémentaire de sécuriser l'accueil d'un patient, plus qu'une charge supplémentaire. En tout cas, ça a vraiment été intégré assez rapidement et assez facilement dans le quotidien des agents. On va garder un temps pour les questions, monsieur, tout à l'heure. D'accord. Et aujourd'hui, donc, vous récupérez l'INS en routine au niveau de votre logiciel de gestion administrative du patient. Et quelles sont les prochaines étapes pour vous? Alors, pour l'instant, on a mis à jour notre gamme et on a la consultation de l'INSI depuis la gamme. On transmet cette information-là à notre dossier patient qui est également compatible et qu'on a fait évoluer. Et maintenant, il va falloir qu'on continue à mettre à jour les logiciels qui sont nécessaires pour les étapes supplémentaires. Donc, on a notre système de gestion de laboratoire, on a notre système de gestion de radiologie et on a les autres logiciels. Et là, ça prendra un petit peu plus de temps parce que ces éditeurs nous ont annoncé qu'ils allaient intégrer le package complet des contraintes Ségur en même temps que ces évolutions-là. Donc, la deuxième étape, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Chabanel. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour monsieur Chabanel? Alors, on va prendre le micro. Merci beaucoup pour cette présentation très claire et des questions très pertinentes. J'aimerais bien savoir pour la sécurité des informations, la cybersécurité, et comment on peut assurer que ça ne sera pas utilisé par d'autres personnes. Parce que c'est numérique et donc... Alors, l'INS chez nous, la gamme, tout le monde ne l'utilise pas. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les informations qu'il y a dans la gamme, il n'y a que les agents des bureaux d'entrée qui y ont accès. Et l'INS, c'est ni plus ni moins qu'une information qu'on avait déjà à disposition, qui existait déjà. C'est ce qu'on appelle le NIR, le pseudo numéro de sécurité sociale. Est-ce que ces informations-là, elles sont plus sensibles que d'autres? Oui, c'est des données de santé. Donc il ne faut pas que ce soit des choses qui soient diffusées pour tout le monde. Actuellement, dans nos logiciels, cette information-là est invisible. Donc, tant qu'on n'aura pas fait les montées de version de nos logiciels, la notion d'INS, elle n'existe pas. Dans notre dossier patient, la montée de version qu'on a fait, on a un petit indicateur qui indique que le patient a une INS qualifiée. Mais cette INS-là n'est pas consultable actuellement dans notre dossier patient. Donc, il n'y a que le logiciel de la gamme qui, actuellement, permet de consulter cette information-là. Et les agents qui peuvent la consulter sont uniquement des agents dont c'est le métier, c'est les admissionnistes, les personnes qui le font au quotidien. Donc, pour l'instant, c'est sécurisé. Ensuite, la deuxième étape, ça va être l'évolution et l'intégration de cette donnée-là dans les logiciels. Tel que c'est conçu pour l'instant, cette donnée-là restera en arrière-plan de ces logiciels-là, mais ne sera pas forcément consultable par tous les agents qui vont ouvrir les différents logiciels concernés. Si j'essaye de comprendre ce qu'il y a derrière votre question, c'est la désacralisation d'un identifiant unique national qui permettra potentiellement, dans un deuxième temps, de se retrouver dans la situation que connaissent les États-Unis, par exemple, où le numéro de sécurité sociale est demandé par tout le monde et où ce numéro-là permet de retracer et de recouper les données les unes entre les autres. C'est plutôt anticipé intelligemment en France, en tout cas, c'est mon sentiment, et ces informations-là ne sont pas consultables. En tout cas, dans les logiciels métiers, actuellement, elles ne le sont pas. Je suis persuadé que tout sera fait pour qu'on reste dans cette logique-là et qu'on ne parte pas vers les biais qu'ont connus certains pays anglo-saxons. Merci beaucoup. À nous d'être tous vigilants. Hein. Ouais. Rapidement. Pour combien de temps vous croyez il faut tester parce que les gens bougent d'une place à une autre, d'un autre hôpital à un autre, et s'ils utilisent le même identifiant,
et quelqu'un prend cet identifiant dans leur ordinateur, ce n'est pas votre faute. Je vais dans devant un autre médecin, dans un autre hôpital. Est-ce qu'il est possible que cet identifiant peut être copié ou comment on peut préserver l'intégrité de cette sécurité des informations à une seule personne, en sachant qu'en France, on peut aller un peu où on veut, où on veut. Oui. Merci. Je vais répondre si vous voulez, Manuela Oliver. En fait, cet identifiant, il ne peut pas être saisi à la main. Pour être récupéré, il faut utiliser un téléservice qui est mis en œuvre par l'assurance maladie. Et il faut qu'il arrive automatiquement dans le logiciel. Et ce que présentait Elsa tout à l'heure, c'est que pour pouvoir utiliser cet identifiant en sécurité, on doit mettre en œuvre des procédures d'identitovigilance, c'est-à-dire contrôler l'identité de l'usager qui va présenter un titre d'identité de haut niveau de confiance, le passeport, la pièce d'identité. Et si on a un doute sur l'identité de l'usager, on a bien écrit dans le référentiel national d'identitovigilance qu'on avait interdiction d'appeler le téléservice et donc de récupérer cet identifiant. Ce sont des règles de sécurité métier, en fait. Pas informatique tellement, mais métier. Je vous propose, merci beaucoup, Monsieur Chabanel. Bertrand, je te propose de nous rejoindre. Bertrand Pelé, vous êtes directeur du grade Auvergne-Rhône-Alpes et vous avez débuté l'accompagnement des premières structures de votre territoire sur l'INS. Peux-tu nous préciser quels sont, selon toi, les principaux enjeux liés au déploiement et à l'accompagnement au déploiement de l'INS ? Bonjour. Oui, alors ça a été un peu dit par Sébastien dans l'exemple, dans son retour d'expérience sur Saint-Étienne. Il y a un enjeu organisationnel interne aux structures, pour sûr, et de pratique, qualité et d'identitovigilance. Peut-être qu'à côté de ça, il y a aussi un enjeu de communication, faire comprendre l'intérêt de cet identifiant unique à tous, parce qu'on parle beaucoup de l'hôpital, mais en réalité, il y a un enjeu de circulation de l'information, de parler du bon patient, et donc là encore de qualité et de sécurité, mais dans une chaîne plus large de soins. Et donc, c'est aussi un sujet qu'on voit de faire connaître en ville ou sur des acteurs de coordination ce que c'est que l'INS et son intérêt. Et puis, même si Sébastien a surfé sur la vague là, dans la manière dont il l'a décrit, il y a quand même un tas d'enjeux techniques qu'il ne faut pas sous-estimer pour que ça se mette en œuvre, en tout cas que ça se mette en œuvre dans des délais courts. Et comment vous avez travaillé le grade avec le CHU de Saint-Étienne sur les flux d'échange et de partage adossés à l'INS? Je pense à MS Santé, le DMP. Oui, alors quand je parlais du sens qu'on donne à ça, pour nous, derrière, il y a, alors parce que c'est un peu notre métier, hein, tous ces échanges hôpital-hôpital, ville-hôpital, tout le décloisonnement entre tous les acteurs de soins, il y a cette idée que derrière l'INS, il y a la possibilité de parler du même patient, de d'adresser des informations au DMP, dans mon espace santé désormais. Lorsque des professionnels échangent des comptes rendus d'une manière sécurisée, là aussi d'adosser l'information à l'INS et donc de faciliter l'intégration des documents dans le logiciel métier du destinataire. Et donc désormais, sur tout ce travail qui a été initié, qui fait que les données patients sont centrées sur l'INS au sein du CHU, les équipes du GCS SARA travaillent avec les équipes du CHU de Saint-Étienne pour faire en sorte que les documents qui sortent déjà en MSS ou vers le DMP s'adossent sur l'INS. Et donc, ça sera, comme je l'ai dit, le DMP, ça sera la MSS, mais centré sur le bon identifiant patient. Et également, ça sera la possibilité d'écrire au patient dans sa messagerie sécurisée. Donc, ça, ce sont les travaux qui sont déjà en cours, donc qui ne se voient pas encore. C'est la partie immergée de l'iceberg, mais qui donneront leurs fruits à partir du premier semestre 2022. Alors, comment comptez-vous capitaliser sur ce premier retour d'expérience pour accompagner les autres structures de la région Auvergne-Rhône-Alpes ? Alors, je pense c'était intéressant d'écouter Sébastien parce qu'on voit finalement, je ne m'étais pas fait la réflexion avant, que tous les sillons qu'on croise de communication, ils portent chacun un peu. Et donc, quand l'ANS envoie ses questionnaires, ses relances, ses infos, quand Sarah fait la même chose, petit à petit, ça infuse dans
dans l'esprit des sites. Et en fait, ce qu'on a fait, on n'avait d'ailleurs pas présumé que ça serait le CHU de Saint-Étienne au départ, mais c'est que le sujet INS, comme la première marche d'un escalier vers tous les cas d'usage à valeur ajoutée que j'ai cités, et donc avec le risque de rater la première marche et de rater tout le reste, on l'a identifié assez tôt et on a cherché dans la communauté des établissements, ce qu'on appelle le comité opérationnel dans notre région, qui était prêt. Et donc on a Sébastien, le CHU de Saint-Étienne, le CHU de Clermont-Ferrand aussi, qui sont partis un peu avant et finalement qui naturellement expliquent aux autres ce qu'ils ont fait. Ça démystifie un peu le volet organisationnel, le volet technique aussi. Et alors, tout le monde l'avait bien dans un coin de sa tête, mais ça aide aussi un peu à passer à l'action. C'est un sillon de plus, quoi. Bon, merci Bertrand. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou à distance? Je ne crois pas, parce qu'on viendrait nous voir. Mais est-ce que vous avez des questions? Merci. Merci beaucoup. Eh bien, je vais inviter Manuela Oliver à nous rejoindre. Alors, Manuela Oliver, Merci, bonjour. donc, tu es coordinatrice du GRIV au sein du grade IE2S. Je ne sais même plus comment on prononce. Tu représentes aujourd'hui, en fait, tu as deux casquettes. Hein. Tu représentes le CH d'Allo. On va d'abord faire un retour d'expérience sur la mise en œuvre de l'INS dans cet établissement, puisque l'INS est déployé depuis plusieurs mois déjà au sein de cet établissement, juillet, hein, je crois, depuis le mois de juillet. Et donc, peux-tu nous faire un retour sur la manière aussi dont s'est déroulée la mise en œuvre au CH d'Allo? Oui, pas de problème, Christelle. Donc, en fait, nous, en PACA, dès septembre 2020, on a organisé des sessions de webinaires de sensibilisation, de présentation de l'INS et du RNIV. Et le CH d'Allo a assisté d'emblée aux premières sessions pour finalement en connaître un peu plus sur l'INS et le RNIV et peut-être, comme l'ont dit les précédents orateurs, démythifier la chose parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes au départ. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va changer nos pratiques? En attendant que leur outil soit prêt, puisque la version INS de leur outil a été livrée uniquement en avril 2021, mais ils ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont travaillé sur l'organisation en fonction de ce qu'on avait écrit dans le RNIV, de ce qu'on présentait au webinaire. Ils ont insisté sur la formation des professionnels qui ont assisté à plusieurs webinaires qui étaient faits en région, que ce soit le référent d'identité-vigilance, mais les agents de premier niveau du bureau des entrées, le service informatique, et ils ont sollicité le GRAD, le GRIV, pour un accompagnement, en fait, pour les aider dans le projet de déploiement de l'INS et en particulier sur tout ce qui est conseil d'organisation. Au moment où leur version INS de leur outil a été livrée, ils nous ont ressollicité pour qu'on puisse faire avec eux les tests métiers, ce qui les rassurait. Ils avaient la capacité de les faire tout seuls, mais se sentir accompagnés, ça les rassurait. Et ça permettait aussi en même temps de montrer aux agents un petit peu comment l'outil fonctionnait et de rassurer en fait tous les acteurs. Depuis le mois de juillet, ils ont démarré en juillet. Alors, ils ont une particularité, cet établissement, ils ont une EHPAD et une USLD, donc du long séjour. Ils ont commencé par qualifier les INS des résidents, en fait. Pourquoi? Parce que l'usager n'étant pas là, ça permettait une formation des personnels du bureau des entrées, de comprendre mieux le fonctionnement de l'outil et de rédiger en même temps tout ce qui est mode opératoire, procédure qualité qui sont vraiment indispensables. Alors, l'établissement affiche un taux d'identité qualifié très élevé. Alors là, on a noté plus de 70%, mais je crois que c'est beaucoup plus aujourd'hui. Alors, pourrais-tu nous présenter les choix et actions qui ont été mis en place par l'établissement pour avoir ces taux très élevés? Alors, merci de cette question, Christelle, parce que c'est vraiment intéressant. Ils ont complètement réfléchi et remis à plat leurs organisations. Ils n'ont pas essayé de calquer cette nouvelle pratique, cette INS, sur une organisation existante. Ils ont tout réinterrogé et ils ont pris une organisation. Alors bon, évidemment, je ne répète pas, formation, sensibilisation, implication du personnel, mais aussi une organisation très intéressante en termes d'identité-vigilance avec, je vais dire, presque 4 niveaux d'expertise sur l'INS pour prendre la décision.
L'agent de premier niveau, bureau des entrées, il y a un appel automatique à l'INS. S'il y a 100% de ressemblance avec l'identité locale, c'est accepté automatiquement. C'est soit récupéré, soit qualifié en fonction de si une pièce d'identité a pu être contrôlée. Et c'est transparent pour le premier niveau. Deuxième niveau, toujours des agents du bureau des entrées, mais en back-office, c'est-à-dire en l'absence du patient, pour ne pas faire perdre de temps à l'accueil, qui reprennent les listes des identités qui n'ont pas été qualifiées automatiquement et qui vont étudier. À ce moment-là, on revient vers la pièce d'identité. Est-ce qu'il n'y avait pas une erreur dans l'identité locale? Si la pièce d'identité est conforme à l'INS, une qualification manuelle. Troisième niveau, le responsable du bureau des entrées, qui va étudier les cas un peu plus complexes, des discordances sur les lieux de naissance qui vont s'expliquer, mais qui nécessitent un petit peu plus de réflexion et de connaissance. Et enfin, le quatrième niveau, c'est le comité d'identité-vigilance qui va traiter les cas très complexes et prendre au cas par cas des décisions de qualification ou de non-qualification. Aujourd'hui, l'INS est utilisé en mode routine en fait, au sein de l'établissement. Quelles sont les prochaines étapes? Alors, prochaine étape, le déploiement la diffusion de l'INS dans le DPI. Ils attendent la version INS compatible de leur DPI pour le mois de janvier. Dès que cette action sera faite, alimentation du DMP, puisqu'ils alimentent déjà le DMP. Ils ont aussi un autre challenge à mener en parallèle, puisqu'ils font partie d'un gros GHT, le GHT 13, qui met en place un serveur de rapprochement d'identité. Donc, ils sont un petit peu inquiets sur la charge de travail qui va être générée, en fait, parce que ça ne dépend pas que de la qualité de leurs identités. Évaluation de l'efficacité de leur organisation pour validation et pérennisation de cette organisation. Dans les facteurs de réussite, Christelle, j'y reviens, excuse-moi, j'ai oublié quelques trucs, c'est que c'est un établissement qui était déjà organisé et mature en identito-vigilance, comme ça a été dit, qui avait une très bonne qualité de base patient et qui est un établissement peut-être un peu plus facile parce qu'il n'y a pas de service d'urgence. Donc, les identités, il n'y a que de l'admission programmée, les identités sont quand même plus propres. Et la file active n'est pas non plus très, très importante, ce qui fait que c'est un petit peu plus facile que dans d'autres établissements. Merci Manuela de nous avoir partagé ce retour d'expérience. Autre casquette, donc, au niveau du grade, tu accompagnes le déploiement de l'INS. Et donc, comment est-ce que tu peux nous préciser la manière dont tu travailles avec toutes les autres structures? Alors, sur ce qu'on a fait pour le CH d'Allo, on le propose effectivement aux autres structures, des accompagnements par audit pour apprécier la maturité des structures. Et puis après, quelque chose en fonction de la maturité de l'établissement, des suivis plus ou moins rapprochés, proposition d'un plan d'action, conseil en organisation en fonction des caractéristiques de l'établissement, suivi du plan d'action, test de la version INS de l'outil avec conseil et suivi ensuite, quand ils ont démarré, sur les anomalies et les discordances avec Allo, par exemple. On fait une réunion toutes les 6 semaines, on étudie toutes les anomalies et ça nous permet de leur donner des conseils. Vous pouvez qualifier, vous ne pouvez pas qualifier. Ça nous permet aussi de faire remonter les dysfonctionnements et de les partager avec tous les établissements de France via les référents régionaux en identito-vigilance des autres régions. Donc ça, ce sont les audits un peu complets. Pour des établissements qui sont plus matures en identito-vigilance, on propose un accompagnement personnalisé. Ils n'ont pas besoin de l'audit. Par contre, ils nous sollicitent sur des réunions, des conseils en organisation. On a pensé faire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le retour des autres établissements? Et on fait du suivi et de l'expertise, pareil, sur les discordances entre l'INS et l'identité de l'état civil. On propose parallèlement également de nombreux webinaires de formation, évidemment sur l'INS et le référentiel national d'identito-vigilance pour les secteurs sanitaires, mais pas que, médico-social et les dispositifs d'appui à la coordination. Et aussi des formations qui sont destinées aux professionnels de premier niveau, c'est-à-dire du bureau des entrées, pour soulager les établissements de cette charge en formation. Évidemment, ça ne les dédouane pas de faire une formation spécifique sur l'outil, je clique là, mais ils ont au moins toutes les bases d'identito-vigilance. Et enfin, bon, comme je l'ai dit, on les accompagne en expertise et on répond à toutes leurs questions au fil de l'eau. Aujourd'hui, là, c'est moins la cible, mais les structures médico-sociales aussi, vous pouvez proposer ce type d'accompagnement?
Alors oui, on le propose. Après, il faut qu'ils nous sollicitent, hein. Nous, on essaie de faire de la communication, de la publicité. Ça va s'améliorer et on envisage là, par exemple, déjà 2 pilotes médico-sociaux en PACA, une EHPAD et une maison d'accueil spécialisée, pour un peu finalement éprouver une méthodologie projet qui serait spécifique du médico-social. Ce n'est pas la même chose que du sanitaire. On ne peut pas calquer les organisations sanitaires sur du médico-social. Alors, de manière plus générale, selon toi, quels sont les principaux enjeux de déploiement de l'INS dans les établissements de santé? Alors, le projet, il est clairement organisationnel. Je suis vraiment ravie que tout le monde dise ça, parce que moi, c'est ce que je pense depuis le début. Et sur le terrain, finalement, c'est ce qui en ressort. Ce qui est extrêmement important, c'est l'implication pour que le projet démarre et fonctionne bien. C'est l'implication des acteurs et qu'ils soient tous impliqués en synergie. Le référent d'identito, la cellule qualité ou le responsable qualité, la direction, parce que c'est la direction qui va mettre les moyens nécessaires, et évidemment le responsable du bureau des entrées et le service informatique. Je n'avais pas dit. Moi, je connais des établissements, le référent est impliqué, d'autres acteurs ne bougent pas, ça ne fonctionne pas. Ce qui est très important pour que ça fonctionne, à mon avis, c'est qu'il faut être conscient qu'il faut mettre un petit peu de ressources, soit par de la redistribution de ressources, comme l'a fait Allo, hein, en changeant, soit par de l'allocation supplémentaire de ressources en back-office pour étudier les cas un peu plus complexes d'INS, sachant que cette ressource, il n'y a pas besoin de la mettre pendant 10 ans. Au fur et à mesure, les bases vont se peupler, la qualité des identités va s'améliorer, et du coup, on pourra libérer cette ressource sur autre chose. Après, quand on a une identité de qualité, on perd moins de temps en erreur, on améliore la sécurité des soins, de la coordination du parcours. Donc, finalement, ce n'est pas de l'argent qui est mis à perte sur ces ressources-là. Et dernière pour conclure, quel est ton avis sur les leviers à activer au niveau national pour accélérer le déploiement de l'INS? Ce qui me semble extrêmement important, c'est de toucher les usagers pour les informer. Évidemment, on essaie de le faire par les présentations aux représentants d'usagers, hein, à travers les associations d'usagers. Je pense que ce n'est pas suffisant. Il y a la campagne de communication avec les affiches qui ont été produites par l'ANS. Moi, je parle vraiment complètement à titre personnel. Ce qui me semblerait intéressant, c'est d'avoir une grande campagne, mais de pub à la télévision, comme on avait fait pour le DMP, pour que les gens entendent parler de l'INS, comprennent que c'est quelque chose d'intéressant pour eux, comprennent que oui, la pièce d'identité, il faut la présenter, c'est de la sécurité. Ça, c'est la première chose. Deuxième levier, on le connaît tous, hein, finalement, hein, les programmes SONES et SONS, c'est un levier pour que les établissements démarrent. Ce sont des incitations financières qui sont vraiment intéressantes. Moi, je trouve que le programme SON, c'est vraiment une belle opportunité parce que ça va inciter vraiment les éditeurs à se mettre en conformité avec ce qu'on a écrit dans le RNIV et le guide d'implémentation. Et alors qu'il y a quand même quelques grosses évolutions à faire, hein, il y a des investissements à faire. Donc moi, je trouve que c'est vraiment une grande avancée pour l'identito-vigilance, ces deux programmes. Très bien. Merci beaucoup, Manuela. Alors, je crois qu'il y a des questions en ligne. Elsa ? Oui, je vais juste reformuler les questions qui nous ont été posées en ligne. Alors, on a une première question sur l'organisation en termes d'identito-vigilance. Donc, toi, Manuela, tu as expliqué qu'au CH d'Allo, ils avaient fait le choix de qualifier les identités entre guillemets faciles en front office et en back office quand c'est un peu plus compliqué. Et donc, la personne en ligne demande, vous, au CHU de Saint-Étienne, ce que vous aviez choisi comme organisation. Est-ce qu'il y a aussi cette logique de on fait ce qui est facile en front office, plus difficile en back office? Est-ce que tout se fait en front office, tout en back office? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? La majorité des tâches sont faites en front office à Saint-Étienne. C'est même fait aux urgences. Alors évidemment, le contexte d'urgence, il faut qu'on ait une pièce d'identité du patient, il faut qu'on soit sûr de son identité. L'identito-vigilance, la base, c'est ça. Mais chez nous, c'est vraiment fondu dans le quotidien des agents. Évidemment que, comme l'explique madame, je ne vais pas rentrer dans ce niveau de détail, mais il y a des niveaux. On a une cellule d'identito-vigilance au CHU Saint-Étienne qui complète, qui reprend, qui fait les fusions. Et évidemment, cette équipe-là complète et va aller compléter l'INS qui ont posé quelques difficultés. Il y a quelques cas de figure qu'on a laissés de côté. C'est les noms et les prénoms composés pour lesquels on a encore des discordances, mais ça, c'est des évolutions natives qui vont arriver. On part d'une situation où tous les cas n'étaient pas traités actuellement. Et on a encore des décalages entre ce qu'on a dans le référentiel national et ce qu'il y a sur les cartes d'identité des agents.
des patients. Donc ça, c'est des choses qui seront traitées au cas par cas. Le taux d'INS qualifié au CHU Saint-Étienne, on dépasse les 90%. Donc ça veut dire qu'en le fondant dans le quotidien, on arrive quand même à avoir un taux assez important. Merci beaucoup pour cette précision. Et il y avait une autre question sur les éditions. Donc la personne demandait si dans les établissements de santé, les éditions, donc les impressions seront bien revues pour intégrer l'INS. Alors je ne sais pas tous les deux, Manuela au CH Dallo, est-ce que tu sais si ça a été fait ou si c'est programmé en tout cas? Oui, c'est programmé, mais les éditions du DPI, au CH Dallo, ils n'utilisent pas tellement le référentiel identité pour produire ni même de l'étiquette, en fait. Tout est produit à partir du DPI. Donc oui, c'est prévu que toutes les éditions soient revues. Moi, ce que je préconise, parce que c'est facile et je l'ai éprouvé dans l'établissement où je travaillais avant, c'est de paramétrer tous les signets d'identité en pied de page. Comme ça, vous êtes sûr de tout avoir, l'identité complète en pied de page. On tourne la page, on n'a pas remis. Évidemment, au début, on met monsieur Dupont-Jacques, mais l'identité complète, on l'a sur toutes les pages en bas. Et idéalement, s'ils le proposent tout de suite, leur DPI, lors de la version INS, de mettre le data matrix également en pied de page. Et au niveau du CHU Saint-Étienne, est-ce que vous avez pu faire évoluer vos éditions également? De notre côté, l'INS, il n'a pas vocation à apparaître sur les courriers qui sont transmis aux patients. Hein. On n'a pas fait évoluer on n'a pas eu d'évolution de pratique à ce niveau-là. On a un référentiel HAS sur les informations qui doivent apparaître dans les courriers de sortie. Donc, on se base sur ce référentiel-là. Mais pour nous, à partir du moment où une information est mise à jour dans la gamme, elle est transmise au DPI. Comme l'expliquait madame, on a des signets dans nos logiciels qui permettent de récupérer en automatique ces informations-là. Donc, à partir du moment où on met à jour l'identité dans la gamme, elle est transmise dans le DPI et du coup, elle se met à jour automatiquement dans les documents qui sortent du DPI. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci beaucoup, Manuela. Est-ce qu'il y a des questions pour Manuela, que ce soit sur le retour d'expérience à l'eau ou bien… Non, j'ai juste une Thierry, question, oui. juste une question à poser à Manuela. Je suis très intéressé par le data matrix parce qu'on en avait parlé lors de la concertation. Et est-ce que c'est pris en compte maintenant ou pas? Et est-ce que c'est valable? Parce qu'on n'était pas encore dans la validation lors de la concertation. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est un élément qui, à mon sens, permet dans les transferts inter-SI, sans interopérabilité, pouvoir récupérer une identité ad integrum à l'identique d'une identité validée. Donc, je ne sais pas si c'est validé ou pas, ça. Oui, alors donc aujourd'hui, dans les dossiers de spécification liés au Ségur, on a intégré l'obligation pour les référentiels qui produisent de la donnée de santé de faire apparaître l'INS en clair et sous la forme d'un data matrix. Pour l'instant, l'INS, c'est l'identité nationale de santé, donc c'est le numéro et puis tous les traits. Et donc, on demande bien à ce que ça apparaisse sous les deux formes. C'est vrai qu'à ce stade, on n'avait pas encore tous les outils qui permettaient de contrôler la conformité du data matrix et le respect du data matrix vis-à-vis des spécifications. Donc ça, ce n'est pas forcément vérifié aujourd'hui, on vérifie la présence. Par contre, depuis quelques jours, si je ne dis pas de bêtises, l'ANS a mis à créer en fait un module qui va permettre aux éditeurs d'injecter le data matrix qu'ils ont produit. Et ce module leur permettra de dire oui, vous êtes conforme aux spécifications ou non, vous ne respectez pas les spécifications du data matrix. Donc, on pense que c'est un outil qui permettra aussi aux éditeurs de se mettre en conformité rapidement. Vous permettez de faire un peu de la promotion de ce nouveau service. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Manuela? Je propose merci Manuela. Beaucoup, Manuela. Je propose à Thierry Dubreux de nous rejoindre. Thierry, bonjour. Vous êtes directeur de projet au sein du grade du G16 Cézanne. Vous allez nous parler de la diffusion de l'INS sous l'angle de l'interopérabilité. Alors, pourriez-vous nous préciser les travaux à mener côté interop à partir du moment où le logiciel référentiel des identités dispose d'un module INS? Alors là, effectivement, on est plutôt focalisé sur les établissements de santé. Il faut voir qu'un établissement de santé, c'est un écosystème qui est très complexe. Alors, effectivement, pour les utilisateurs, ça apparaît pas forcément comme ça, mais c'est souvent plusieurs dizaines d'applications dans un grand CHU, c'est plusieurs centaines de flux qu'il faut arriver à migrer et à monter, j'allais dire, au fur et à mesure où les logiciels en face sont compatibles et permettent de gérer l'identité nationale de santé.
Donc, c'est extrêmement important d'avoir un état des lieux, une cartographie applicative qui est à jour déjà pour commencer. Et de s'assurer, alors c'est un petit peu compliqué, mais avec chacun des éditeurs, du timing dans lequel ils vont être en capacité de gérer l'identité nationale de santé. Et au milieu de tout ça, généralement, il y a des EAI qui vont être là pour essayer de faire le tampon. Mais il va falloir revoir les flux, j'allais dire, quasiment un par un, refaire des tests de conformité, de capacité avec chacun des logiciels, chacune des nouvelles versions des logiciels. Et j'allais dire aussi, là on le voit sous l'angle système d'information, mais il y a quand même quelques évolutions dans le référentiel d'identité-vigilance, notamment avec l'introduction, on va dire, officielle des traits utilisés dans la vie courante des patients. Et les logiciels ne sont pas toujours en capacité de gérer correctement, on va dire, les informations de naissance, donc nom, prénom de naissance, vis-à-vis des informations nom et prénom utilisées. Donc, si on a un utilisateur qui est dans plusieurs logiciels et qui, d'un côté, voit certains traits d'identité il change de logiciel et pour la même patient, voit d'autres traits, il a une étiquette en plus papier qui présente peut-être aussi d'autres traits, ça peut devenir compliqué. Donc, il faut vraiment regarder au cas par cas comment on peut aussi garder l'homogénéité du SI dans son ensemble. Et du coup, quels sont les logiciels à faire évoluer en priorité ? Alors, je dirais qu'il faut. Alors, les établissements ont maintenant, on va dire, une ligne directrice avec le Ségur SONES. L'idée, c'est quand même de produire des données de santé ou de recevoir des données de santé avec l'écosystème extérieur à l'hôpital. Et évidemment, ça va commencer par le DPI. Ça fait partie des cibles prioritaires. Et ensuite, dans les couloirs du Ségur supplémentaire, c'est, on va dire, au choix, entre guillemets, mais le laboratoire et la radiologie. Et là, on est dans l'émission de données de santé de l'hôpital, mais il faut aussi penser que l'hôpital reçoit des données de l'extérieur. Et donc, il faut que les logiciels qui vont être les récepteurs de ces informations soient aussi, eux, en capacité de gérer les informations retournées. Et alors, pour les experts interop dont je ne fais pas partie, est-ce qu'il est possible de recevoir l'INS qualifié en gardant les interfaces en HL7 V2 2.3 ? Voilà, ça fait partie du petit blague sur l'IHEPA, mais effectivement, je pense que ça va parler à un certain nombre de personnes, peut-être un peu limitées, mais limitées en nombre en tout cas. Mais on a essayé de faire en sorte collectivement que l'évolution des standards soit la plus transparente possible dans l'introduction de l'identité nationale de santé. Donc ça se traduit comment ? Ça se traduit par l'introduction du matricule INS comme un nouvel identifiant supplémentaire à gérer par les applications. Ça se traduit effectivement, je le disais, par l'introduction du nom et prénom utilisé, mais d'un point de vue structuration des messages, c'était déjà des informations qui pouvaient circuler. Ensuite, les logiciels ne la géraient pas forcément tous correctement. Et puis, on a quelques évolutions sur le lieu de naissance ou des évolutions assez minimes qui finalement font en sorte que l'ensemble des standards d'interopérabilité qui existaient précédemment, il y a quand même très peu de choses à faire pour que ça continue à fonctionner en prenant en compte l'identité nationale de santé. Donc, en tout cas, sur les évolutions de standards, il y a quelques ancêtres, on va dire, d'interopérabilité qui, eux, on a abandonné. C'était le H' médecin, typiquement, on a abandonné les évolutions du H' médecin. Mais on a quand même rendu compatible la plupart des standards existants de manière à introduire les petites particularités de l'identité nationale de santé, mais rien de révolutionnaire. Alors, on a un petit sujet sur des rétrocompatibilités, typiquement en HL7 2.3. Donc, c'est surtout utilisé dans le circuit d'imagerie, où là, on a quand même réussi à faire rentrer, on va dire, l'identité nationale de santé dans ce standard. Et puis, on a fait évoluer, effectivement, en partant de IHEPAM, tous les standards d'interopérabilité qui y sont liés. Donc, tous les circuits, on va dire, qui se basent sur du HL7 2.5 cette fois-ci. Les standards HL7 CDA pour l'échange de documents structurés ou non structurés. Et puis voilà, après, il reste encore un gros travail de mise en œuvre sur le terrain qui n'est pas, qui est un peu conséquent, mais qui n'est pas insurmontable. On a de quoi s'amuser encore quelques années, finalement. Tout à fait. Ça fait déjà quelques années qu'on s'amuse sur l'INS, mais on continue. Très bien. Merci beaucoup, Thierry. Est-ce qu'il y a des questions pour Thierry Dubreuil ?
Eh bien, je vous propose de passer à la conclusion. On va repasser la parole à Elsa. Oui, avant de passer à la conclusion, on avait une autre question en ligne. Alors, ça va pas forcément être facile d'y répondre parce que je suis pas sûre de l'avoir bien comprise avec les quelques lignes sur la question. Mais c'était autour de la possibilité d'avoir des API permettant de récupérer l'INS pour des startups, notamment qui proposent, si je crois comprendre, en tout cas des dispositifs de télésurveillance ou de télémédecine. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je rappelle, pour récupérer l'INS, finalement, la seule possibilité, c'est soit on est en capacité d'appeler le téléservice INSI pour récupérer cette INS. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est quand on est récepteur, qu'on est finalement raccordé à un logiciel qui, lui, a été capable de récupérer l'INS et qu'on reçoit cette INS en tant que, entre guillemets, logiciel esclave. Donc, c'est vrai que c'est les deux possibilités qu'on a aujourd'hui pour récupérer l'INS. Mais bon, j'espère que ma réponse suffit à la personne qui l'a posée. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, il ne faut pas hésiter à nous solliciter au niveau de l'ANS pour qu'on étudie des cas d'usage un peu particuliers qu'on n'aurait pas pu évoquer aujourd'hui. En guise de conclusion, on voulait partager avec vous le résultat d'une enquête qu'on a fait auprès de 140 structures. C'est des structures qu'on avait identifiées comme appelant le téléservice INSI depuis déjà quelques temps. Donc, on s'est dit que ces structures avaient commencé à bien avancer sur le projet et on voulait avoir leur avis sur la mise en œuvre de l'INS dans leurs organisations, d'un point de vue technique, etc. Donc, on vous partage ces premiers résultats qui nous ont quand même fait chaud au cœur quand on les a reçus, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'ANS, on est souvent habitué à recevoir les messages des gens qui nous disent que ça ne marche pas ou qu'il y a des problèmes, des dysfonctionnements, etc. Et là, c'est vrai que pour une fois, on a donné l'occasion aussi aux structures de nous dire ce qui marchait bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des choses à corriger, mais ce qui était très positif pour nous, c'est que sur les 73 établissements qui nous ont répondu, déjà 80% d'entre eux, les établissements nous ont dit que 80% des patients qui se présentaient à l'hôpital avaient une pièce d'identité à haut degré de confiance. Donc, c'est-à-dire qu'on a déjà un des prérequis pour qualifier l'INS dans 80% des cas. Ces établissements nous ont aussi dit que au niveau des hospitalisations programmées, finalement, c'était finalement assez nombreux, 85%, à appeler le téléservice INSI en routine. Donc, pour tout ce qui était activité programmée en hospitalisation. Là aussi, c'est un signal positif pour nous. Autre chiffre qui nous a fait plaisir, c'est 2/3 des répondants nous ont dit être en capacité de qualifier plus de 50% des usagers qui se présentent au fil de l'eau dans l'établissement de santé. Donc, le taux de qualification de 50% a l'air d'être relativement facile, entre guillemets, à atteindre au vu des résultats de cette enquête en tout cas. Et d'ailleurs, on a 42% des établissements qui nous ont dit non seulement on dépasse le seuil de 50%, mais même on fait mieux, on arrive à 70%, voire plus d'identités qualifiées. Et c'est vrai que les témoignages qu'on a eus hier lors de notre atelier et aujourd'hui encore avec vous, Manuela et M. Chapelle, confirment finalement cette tendance-là. 71% des sites nous ont aussi dit qu'au-delà du logiciel référentiel d'identité, ils étaient capables de diffuser l'information vers leur DPI. Les principales causes de non-qualification, les raisons pour lesquelles on n'arrive pas à qualifier une INS aujourd'hui, la première, c'est que le patient n'a pas de pièce d'identité à haut degré de confiance. Donc, c'est normal et c'est logique vis-à-vis des règles d'identité-vigilance que les identités ne soient pas qualifiées dans ce cas-là. C'est même plutôt une bonne chose. Le deuxième point, et là c'est un point sur lequel on va devoir tous travailler, que ce soit nous au niveau national, mais aussi les éditeurs qui fournissent les solutions et les référents identito-vigilance dans les établissements, c'est les écarts dont vous parliez entre la pièce d'identité et le retour du téléservice. Ces écarts sont relativement importants sur les prénoms composés notamment, ou les patients qui ont plusieurs prénoms. Donc là, c'est un peu compliqué d'interpréter le retour du téléservice INSI qui présente plusieurs prénoms, et c'est une des causes de non-qualification importantes aujourd'hui. On a aussi demandé aux établissements de dire finalement le projet INS, pour vous, est-ce que vous avez trouvé ça compliqué, pas compliqué, dites-nous. Et le résultat a été que c'est un projet considéré comme moyennement compliqué, à la fois sur le plan organisationnel et technique, par les répondants. L'INS, les établissements estiment aussi que l'INS est intégré dans les pratiques des professionnels dans 60% des cas. Donc un projet qui s'est finalement mis en œuvre de façon assez fluide auprès des agents, notamment des accueils des établissements de santé. Et dernier motif de satisfaction pour nous, c'est vrai qu'on avait produit une doc assez abondante sur le projet INS et la plupart des répondants nous ont dit avoir consulté cette documentation et l'avoir trouvée utile. Donc, on a encore une marge d'amélioration probablement, mais ça va dans le bon sens. Et justement, dernier mot pour vous présenter toutes les ressources à votre disposition sur le projet INS. Donc, le slide suivant vous montre qu'en effet, la documentation est abondante, elle est un peu foisonnante même, peut-être un peu trop.
Donc, vous avez une multitude de documents qu'on a produits au niveau de l'ANS, mais aussi beaucoup avec l'aide des experts en identito-vigilance du Trois-Rives, du réseau des référents régionaux en identito-vigilance. Donc, vous retrouvez tous ces documents sur notre site. Je ne vais pas les détailler là un par un. N'hésitez pas à les consulter et à nous faire part aussi de vos suggestions d'amélioration sur cette documentation. On a aussi tout récemment mis en ligne une vidéo qui représente les enjeux de l'INS, l'intérêt de l'INS. On vous invite aussi à la consulter. Et dernière ressource à votre disposition, et pas des moindres, c'est les référents identito-vigilance dans les régions. Les régions sont là pour accompagner les professionnels de santé, les structures de santé, les structures médico-sociales dans la mise en œuvre de l'INS. Chaque région a nommé un ou plusieurs experts en identito-vigilance dans sa région. Les coordonnées de ces personnes sont disponibles aussi sur le site de l'agence. Et donc, on invite bien sûr tous les professionnels, tous les acteurs de santé qui ont des questions sur l'INS et l'identito-vigilance à contacter ces personnes. Merci beaucoup, Elsa. Est-ce qu'il y a des dernières questions, monsieur? Comme nous avons fait la carte vitale en 1992-91, on n'a même pas pensé à ça. On a créé ça. Moi, j'ai eu le privilège de participer avec le groupe. On n'a même pas pensé à tous les problèmes qui peuvent exister dans le futur. Je vous remercie pour ces présentations qui étaient particulièrement intéressantes. Mais avec tous les numériques qui existent aujourd'hui, j'ai 2 commentaires à faire. Premièrement, la formation de toutes les personnes et surtout les patientes et les familles sont absolument à suivre avec un programme extrêmement différent qu'on a aujourd'hui, okay? Parce que les patients sont perdus dans le... Et deuxièmement, malgré le fait que vous faites un travail remarquable ici, sachez dans les hôpitaux, la formation informatique et l'utilisation de formation informatique n'est pas la même dans tous les hôpitaux et que donc, il y a une grande différence et il faut avoir un programme de contrôle de sécurité pour que tout le monde soit à l'aise et vous avez une période d'évaluation avant qu'on fait tout ça. Parce que mon dernière remarque, c'est qu'il y a 26 pays en Europe. La France est parmi les pays qui paient le plus et qui règle le plus et qui le plus de point de vue prise en charge. Donc, s'il y a une mauvaise utilisation et une informatisation européenne qui dépasse nos frontières, on sera dans une période d'extraordinaire difficulté. Donc, il faut anticiper tout ça parce que vous avez travaillé si bien maintenant. Et croyez-moi, en 92, on a même 1,5 million des cartes vitales perdues dans l'espace. Okay? Donc, avec tout ce travail remarquable, il faut vraiment prévoir formation, éducation, évaluation ensemble. Oui, on entend votre remarque en effet, et puis c'est vrai qu'il faut aussi saluer le travail des responsables dans les établissements de santé qui veillent à former leurs agents sur toute la partie identito-vigilance. On sait que c'est un gros travail. Les éditeurs ont aussi pour mission généralement d'accompagner les établissements de santé dans la mise en œuvre de leurs solutions, et donc ils aident aussi, je pense, les agents à s'emparer de la solution et à se former finalement à ces solutions. Donc, voilà. Je vous remercie, Marie. On remercie ces acteurs pour ce... Très bien. Ouais. Vous avez parfaitement raison. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on arrête là puisqu'on a dépassé un peu le timing. Merci beaucoup à nos intervenants et merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis. À bientôt. Au revoir.